Ce jour-là, personne à Saint-Roch n'avait imaginé que la honte deviendrait une arme, ni qu'une femme brisée trouverait la force de défier tout un village. On raconte qu'Élise Marraine est montée sur l'estrade comme une condamnée, et qu'elle en est descendue comme quelqu'un que le destin refusait d'abandonner. Certains jurent avoir vu l'instant précis où son regard s'est rallumé juste avant que l'inattendu ne bouleverse toutes les règles. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que tu n'oublieras jamais. Veux-tu découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonne-toi maintenant, sinon tu risques de manquer la prochaine vérité. Les cloches de Saint-Roch sonnaient encore lorsqu'Élise Marraine referma la porte de sa petite maison, comme pour chasser le froid qui s'insinuait partout depuis la mort d'Adrien. 3 semaines seulement, mais le village avait déjà tourné la page. Elle, en revanche, vivait chaque jour comme si une nouvelle fissure se formait dans les murs qu'ils avaient autrefois construits ensemble. Sur la table, les factures s'empilaient en désordre, engrais impayés, outils à crédit, dettes anciennes qu'Adrien avait gardées secrètes pour la protéger. À présent, tout remontait à la surface, comme une eau trouble qu'elle ne pouvait plus contenir. Au marché, ce matin-là, les sourires forcés des gens s'étaient changés en murmures dès qu'elle s'était approchée des étals. Le boucher avait secoué la tête sans même la regarder, la boulangère avait reculé sa corbeille lorsqu'Élise avait demandé si elle pouvait payer le lendemain. Plus de crédit, Élise. Tu comprends? Elle comprenait trop bien, dans un village comme Saint-Roch, la compassion avait une date de péremption. Sur le chemin du retour, les chuchotements suivaient ses pas. 2 voisines, assises devant leurs fenêtres ouvertes, l'avaient observée comme une bête blessée. « C'est triste, mais que peut-on y faire » murmurait l'une. « Adrien n'a laissé que des dettes. »« Elle a toujours été fragile » ajoutait l'autre. Élise avait serré son manteau contre elle, tentant d'échapper à la morsure du vent et à celle, plus profonde encore, des mots. Quand elle arriva sur la place du village, une petite foule s'était réunie. Le maire, Victor Lemercier, lisait un document avec une satisfaction qui donnait la nausée. Par décret municipal, toutes les veuves sans ressources devront se présenter dimanche à une sélection de soutien. Les hommes pouvant les accueillir recevront compensation fiscale. Derrière lui, quelques rires étouffés fusèrent. Élise sentit son ventre se contracter. Ce n'était pas une aide. C'était une mise en vitrine. Madame Delma, autrefois son modèle de force féminine, s'approcha d'elle. « Ma pauvre, si tu avais mieux tenu ta maison, peut-être qu'Adrien n'aurait pas travaillé jusqu'à l'épuisement. On récolte toujours ce qu'on sème. » Les mots tombèrent comme des pierres. Élise baissa les yeux, honteuse malgré elle. En rentrant chez elle, la maison paraissait plus froide, plus silencieuse que jamais. Elle s'assit sur le lit, les mains tremblantes. Elle avait toujours cru qu'on pouvait traverser un deuil entouré. Mais elle découvrait qu'on pouvait aussi s'y noyer, seule. Dimanche arriverait, qu'elle le veuille ou non. Et elle devrait se présenter. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le lendemain, Élise quitta la maison avant que le soleil ne se hisse complètement au-dessus des toits en tuiles. Elle espérait traverser le village avant que les regards ne s'aiguisent, avant que les langues ne se délient. Mais Saint-Roch était déjà réveillé, bruissant d'une activité trop vive pour qu'elle puisse se fondre dans la foule. À peine posa-t-elle un pied sur la place que les murmures commencèrent. Il semblait glisser entre les étals comme un vent mauvais. La veuve Marraine. Elle doit bien regretter de ne plus avoir Adrien pour payer. Regarde sa robe. Elle ne s'arrange pas. Élise sentit ses joues brûler, mais continua d'avancer. Au marché, les couleurs vives des fruits et les odeurs de pain chaud semblaient appartenir à un monde dont elle avait été exclue. Elle s'arrêta devant un marchand de légumes. « Je prends juste quelques pommes de terre. Je paierai demain. » L'homme secoua la tête sans même lever les yeux. « Les comptes, c'est au jour le jour, madame. Pas d'exception. » Elle tenta ailleurs, même refus, même regard fuyant. 2 hommes, adossés à la fontaine, la détaillaient en ricanant. Elle espère encore qu'un homme la choisira dimanche? Avec ce qu'elle porte? L'autre répondit en éclatant de rire, il faudra un miracle ou un homme aveugle. Élise baissa instinctivement les épaules, comme pour se faire plus petite. Poussée par le désespoir, elle entra dans la boulangerie où la chaleur du four réconfortait autrefois ses matinées. J'aurais besoin de quelques heures de travail, même pour nettoyer. La boulangère, autrefois amicale, lui lança un regard tranchant. Désolée, Élise. Les clientes n'aiment pas être servies par des femmes fragiles. Elles préfèrent quelqu'un de présentable. Le mot tomba comme un verdict. Dernier espoir, le cabinet médical. La docteure Jouve, nouvelle venue, rangeait des dossiers lorsqu'Élise entra. Mon mari utilisait son ancien matériel de premier secours pour aider les fermiers.
J'aimerais le récupérer. Madame Jouve releva enfin la tête. Impossible. Ce matériel appartient désormais aux archives médicales du village. Rien ne sort d'ici. Le ton était sec, administratif, sans la moindre empathie. Élise sentit la pièce se refermer sur elle. En ressortant, le soleil semblait plus cruel, la lumière plus dure. Chaque porte qu'elle avait poussée s'était refermée avec une brutalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle marchait dans les ruelles pavées comme une intruse, consciente que chaque fenêtre, chaque balcon, la jugeait, la mesurait, la condamnait. À cet instant précis, elle comprit qu'il lui faudrait affronter la cérémonie de dimanche sans espoir de dignité, seulement avec le courage fragile de ne pas s'effondrer. Le soleil cognait sur Saint-Roch comme s'il cherchait lui-même à dévoiler les failles de chacun. L'air vibrait de chaleur et de murmures quand Élise arriva devant l'hôtel de ville, les mains moites, la gorge serrée. Une estrade avait été installée au centre de la place, décorée de quelques rubans pâles qui ne réussissaient pas à masquer la nature profonde de l'événement. On aurait dit une scène de foire, prête à exposer des êtres humains comme du bétail. Les femmes étaient déjà alignées, formant une longue file qui ondulait sous le soleil. Certaines fixaient le sol, d'autres retenaient des larmes. Élise, le cœur battant dans les oreilles, alla se placer en dernier. Elle sentit immédiatement les regards se poser sur elle, lourds comme des pierres. À sa gauche, une jeune mère serrait son ventre arrondi, les lèvres tremblantes. À sa droite, une veuve plus âgée murmura une prière, ses doigts entremêlés comme pour retenir ce qu'il lui restait de dignité. Le maire Lemercier monta sur l'estrade avec l'aisance d'un homme qui savourait son pouvoir. Il leva les bras, exigeant le silence. « Chers habitants de Saint-Roch, aujourd'hui nous faisons preuve de solidarité », lança-t-il d'une voix trop forte. La foule hocha la tête comme si elle buvait chacune de ses paroles, mais Élise vit les sourires en coin, les regards avides, les bras croisés qui trahissaient une curiosité malsaine. Solidarité? Quel mot honteux dans cette bouche-là. Le maire appela la première femme. Une jeune brunette, à peine 20 ans. À peine montée sur l'estrade, un cultivateur s'avança, la main levée comme s'il achetait un objet. « Je m'engage », dit-il. Pas un mot pour elle, pas un regard. Juste une transaction. Elle fut emmenée en silence. Puis une autre, puis encore une. Les plus jeunes, les plus minces, les plus utiles étaient choisis en quelques secondes. Le murmure du public gonflait et retombait comme une mer de jugement. À chaque nom, Élise sentait la corde se resserrer autour de sa gorge. Elle observait ces femmes partir, parfois soulagées, souvent résignées, toujours réduites à ce que les hommes projetaient sur elle. Puis son nom résonna. Élise Marraine. Veuve. Un silence étrange tomba, lourd, compact. On aurait dit que même le vent avait retenu son souffle. Élise monta les marches une à une, consciente de chaque regard posé sur sa silhouette généreuse, sur sa robe trop serrée, sur sa fatigue affichée. Une toux se fit entendre. Puis un ricanement. Puis un autre. Personne ne s'avançait. Le maire attendit. D'abord 2 secondes. Puis 5. Puis 10. Son sourire s'étira, mauvais, satisfait. Il rapprocha son registre et sa voix prit un ton presque cérémonial. Aucune réclamation. Élise Marraine, non réclame. Il n'eut pas le temps de finir. Attendez. Je la prends. La phrase fendit le silence comme une lame. Le maire, la plume suspendue au-dessus de son registre, se figea. La foule, elle, se retourna d'un seul mouvement, presque animal dans sa curiosité. Élise sentit son cœur se contracter violemment, persuadée qu'il s'agissait d'un mauvais tour, d'une humiliation supplémentaire. Un homme s'avançait depuis l'arrière de la place. Lentement, sans précipitation, comme quelqu'un qui n'avait jamais eu à courir pour prouver quoi que ce soit. Sa carrure massive dominait la foule, ses vêtements de laine épaisse portaient l'odeur de montagne et de pin. Une barbe poivre-sel encadrait un visage marqué par le vent et le travail. Ses yeux, d'un gris calme, semblaient analyser chaque détail sans jamais juger. Un murmure circula. C'est Luc Charpier? Le berger du Mont-Vermeil? On pensait qu'il vivait comme un ours là-haut? Quel intérêt aurait-il pour elle? Luc s'arrêta au pied de l'estrade, son ombre couvrant presque les premières rangées. Le maire Lemercier tout sauta, pris de court. « Monsieur Charpier, vous n'êtes même pas inscrit. La sélection est réservée aux hommes du village. Je suis né ici. » Sa voix, grave, sans agressivité, fit taire plusieurs ricanements. « Et je m'engage. Je la prends. » Élise sentit un vertige. Le monde semblait se rétrécir autour d'elle, comme si ses propres pensées peinaient à comprendre. Elle chercha une moquerie dans son ton, un sourire cruel,
le même éclat qu'elle avait vu dans les yeux des autres. Mais Luc fixa ses yeux aux siens, sans détour. Il y avait là quelque chose de solide, d'immobile. Pas de pitié. Pas de dégoût. Pas de spectacle. Juste une présence. « Monsieur Charpier, je vous rappelle, » tenta le maire. Luc le coupa, posément. « Je sais ce que je fais. Notez mon nom. » Le mercier, vexé, griffonna dans son registre, la mâchoire serrée. « Très bien, engagement accepté. » Un mélange de rires nerveux, de chuchotements, de stupeur se répandit dans la foule. Certains prirent Élise en pitié. D'autres observaient la scène comme un divertissement inattendu. Quelques femmes, elles, fixaient Luc avec une incompréhension totale. Élise sentait ses jambes trembler. Tout en elle criait méfiance. Elle attendait la chute, le mot blessant, la blague honteuse. Mais Luc monta une marche. Puis une deuxième. Arrivé devant elle, il tendit sa main large, calleuse. « Tu n'es pas obligé d'avoir peur, » dit-il simplement. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle déposa sa main dans la sienne. La chaleur de sa paume la surprit. La foule disparut autour d'eux, et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un souffle de quelque chose qui ressemblait à une accalmie. Ils descendirent ensemble, sous les regards du village entier. Et personne ne riait plus. Le chemin qui menait au Mont-Vermeil s'élevait en lacets parmi les pins. À mesure que la montagne se rapprochait, l'air devenait plus frais, plus vivant, chargé d'une odeur de résine et de terre humide. Élise avançait sur la selle, le corps encore tendu, consciente de chaque balancement du cheval guidé par Luc. Il parlait peu, mais son silence n'avait rien de pesant. C'était une respiration tranquille, presque apaisante, bien loin des conversations acérées de Saint-Roch. Quand ils arrivèrent enfin à la ferme, la brume du matin n'avait pas encore quitté les hauteurs. La maison apparaissait comme un refuge perdu dans les nuages, des murs de pierre robustes, un toit de tuiles sombres, et une grande grange attenante d'où montaient des sons d'animaux paisibles. Rien de menaçant. Rien qui évoquait un piège. Luc attacha le cheval, poussa la porte d'entrée et s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur sentait le bois chaud et la soupe aux herbes. Une grande cheminée dominait la pièce centrale, ses braises encore vives. Les étagères étaient pleines d'outils rangés avec un soin presque méticuleux. La table, en bois massif, portait des marques d'années de travail mais aucune trace de négligence. Il y avait même un bouquet séché sur le rebord de la fenêtre, preuve qu'une main attentive avait tenté d'adoucir l'endroit. « Tu dormiras ici », dit Luc en ouvrant la porte d'une large chambre donnant sur les montagnes. Élise resta immobile, surprise. Le lit était propre, les draps étirés, la pièce lumineuse malgré l'heure tardive. « Et toi » murmura-t-elle. « Dans la petite pièce à côté. »« Ça me suffit. » La gêne les enveloppa un instant, une gêne étrange, pas dangereuse mais nouvelle. Élise posa sa sacoche au pied du lit, incertaine. Elle s'attendait encore à une remarque blessante, à une phrase dissimulant un sourire moqueur. Rien ne va. Quand elle redescendit, Luc préparait le repas, une soupe épaisse, du pain encore tiède, du fromage affiné. Il servit 2 assiettes, prit la sienne et s'installa à l'autre bout de la table pour lui laisser de l'espace. Pas un geste déplacé, pas une attente silencieuse. Juste un homme qui partageait son repas avec une femme qu'il ne cherchait ni à juger ni à dominer. Élise mangea lentement, observant ses mains larges mais calmes. Une pensée lui traversa l'esprit, presque effrayante par sa simplicité. Peut-être qu'ici, elle pouvait respirer. Les jours s'enchaînèrent au Mont-Vermeil avec une régularité presque rassurante. Élise découvrit peu à peu la vie de Luc, une vie faite de gestes simples, de silences et de fatigues anciennes. Il se levait avant l'aube, toujours. Parfois elle entendait ses pas lourds traverser la maison alors que le ciel n'était encore qu'une ligne pâle derrière les montagnes. Il sortait nourrir les bêtes, réparait des outils, vérifiait les clôtures, sans jamais se plaindre ni ralentir. Son corps parlait pour lui, un homme qui n'avait connu que le travail. Élise, elle, se faufilait dans sa routine. Elle préparait le café, balayait la pièce principale, recousait les chemises usées qu'il déposait sur le dossier d'une chaise. À chaque geste qu'elle faisait, Luc répondait d'un « merci », bref, net, sans insistance. Pas d'éloge gênant, pas de sous-entendu. Juste une reconnaissance simple. Et cette simplicité, étrangement, la désarmait plus que la méfiance. Mais un soir, alors que la pluie tombait en longues lames glacées, la porte s'ouvrit brusquement. Luc entra, trempé, le souffle court, tenant son avant-bras contre lui. Ses vêtements gouttaient sur le sol. Élise se leva d'un bond. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il montra son bras d'un geste las. La clôture du pré s'est effondrée. Une planche s'est fendue.
J'ai mal évalué. Elle s'approcha, vit le sang mêlé à la boue. Une entaille profonde, irrégulière. Sans réfléchir, elle attrapa une bassine d'eau chaude, des linges propres, un fil de couture, une aiguille. « Assieds-toi » dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas. Luc la regarda, surpris par son assurance, mais obéit. Elle nettoya la plaie, les doigts rapides mais doux. La chair s'ouvrait largement. « Ça va tirer » murmura-t-elle. « Je te fais confiance » répondit-il simplement. Elle commença à suturer. Les gestes revinrent comme s'ils n'avaient jamais quitté sa mémoire. Piquer, tirer, resserrer, sans hésitation. Elle sentait le regard de Luc posé sur elle, non pas intrusif, mais attentif, presque admiratif. Quand elle eut terminé, elle souffla doucement sur la peau nettoyée. Voilà. C'était profond, mais propre. Ça guérira bien. Luc hocha la tête. Tu fais ça mieux que beaucoup de soignants. Élise hésita, puis avoua, avant que tout ne s'écroule, j'aidais Adrien pour les bêtes, les fermiers. J'aimais aider. Il la regarda un long moment, ses yeux gris éclairés par la flamme de la cheminée. Ça se voit. Ce fut un instant minuscule, mais il ouvrit une fissure, une première, fragile, entre deux vies cabossées qui commençaient à se reconnaître. Le matin était clair lorsque Luc annonça qu'il devait descendre à Saint-Roch pour acheter des fournitures. Élise sentit son ventre se nouer. Les montagnes, avec leur silence et leur brume, la protégeaient. Le village, lui, la dévorait à nouveau du regard. Je préférerais rester ici, murmura-t-elle. Luc resserra la sangle du cheval, puis leva les yeux vers elle. Tu n'as rien à craindre tant que je suis avec toi. Ce n'était ni une promesse arrogante, ni un ordre. Juste une vérité dite calmement. La route vers Saint-Roch sembla plus courte qu'à l'aller, comme si chaque pas la poussait malgré elle vers un passé qu'elle n'était pas prête à affronter. À l'entrée du village, les premiers regards tombèrent sur eux. D'abord discrets, puis insistants. Une femme tira son enfant contre elle. Deux hommes cessèrent de parler en les voyant passer, fixant Élise avec un mélange de moquerie et d'incrédulité. Elle ose revenir, glissa l'un. Avec lui, en plus, répondit l'autre. Luc ne ralentit pas. Il marchait droit, un sac sur l'épaule, ses pas lourds résonnant sur les pavés. Sa simple présence imposait un silence étrange autour d'eux, comme une barrière invisible. Élise se sentait minuscule, mais pas écrasée. Protégée, peut-être. Lorsqu'un groupe de jeunes hommes éclata de rire en la voyant, Luc jeta un bref regard dans leur direction. Rien qu'un regard. Les rires s'étouffèrent aussitôt. Dans la boutique, l'ambiance se fit glaciale. Le commerçant servit Luc sans un mot, mais lorsqu'Élise demanda une bobine de fil, il fit semblant de ne pas l'entendre. Luc posa alors la main sur le comptoir, lentement, fermement. « La bobine » dit-il simplement. Le commerçant obéit, pâle comme la farine qu'il vendait. Élise sentit une chaleur étrange lui traverser la poitrine, une chaleur qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps, celle d'être défendue sans être possédée. Ils sortirent du magasin, prêts à remonter vers la montagne, lorsque la place fut déchirée par un cri aigu. Un cri qui ne ressemblait ni à de la peur ni à de la colère, mais à une douleur brute, animale. Une femme enceinte venait de s'effondrer près de la fontaine. Les paniers roulèrent au sol, les discussions s'éteignirent. La foule forma un cercle, pétrifiée. La jeune femme se tordait, les mains agrippant son ventre. « Le bébé, ça fait mal, j'ai peur. » sanglotait-elle. Personne ne bougeait. Élise sentit son cœur battre plus vite. Ses pieds avancèrent avant même qu'elle ne prenne une décision. La peur qu'elle avait du village se dissout dans quelque chose de plus fort, l'urgence, le devoir, l'instinct. Elle s'agenouilla à côté de la femme. Et la foule retint son souffle. Élise sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La jeune femme respirait par saccades, sa robe trempée de sueur, ses yeux agrandis par la panique. Elle serrait son ventre comme si elle tentait de retenir la douleur à main nue. Autour d'elle, les habitants se bousculaient, donnaient des ordres contradictoires, mais personne n'osait vraiment approcher. « Où est la docteure Jouve » cria quelqu'un. « Partie à Lubrac pour la journée » répondit une autre, affolée. La future mère leva la tête vers Élise, des larmes plein les cils. « S'il vous plaît, je vous en supplie, faites quelque chose, je sens que ça ne va pas. » Sa voix se brisait, dévorée par la peur. Sans réfléchir, Élise posa une main sur son bras. « Respirez. Je suis là. On va s'occuper de vous. » Un silence étonné s'abattit. Même la fontaine semblait s'être tue. Elle écarta les curieux, guidant deux femmes pour l'aider à allonger la future mère sur les pavés. Ses gestes étaient sûrs, précis,
héritée de toutes ces années passées à aider Adrien avec les bêtes, les fermiers blessés, les mises bas difficiles. Elle releva la robe, posa ses mains sur le ventre durci. Elle reconnut immédiatement l'anomalie. Le bébé n'est pas bien positionné. Si on ne fait rien maintenant, elle va s'épuiser. Une vague de murmures parcourut la foule. « Tu sais ce que tu fais » demanda une femme, la voix tremblante. « Laissez-moi de la place » répondit Élise simplement. Elle demanda de l'eau chaude, des linges propres. Les mains se tendirent, maladroites mais obéissantes. Pour la première fois depuis longtemps, le village l'écoutait. « Madame, regardez-moi » dit-elle à la future mère. « Je vais devoir tourner votre bébé. Ça va être douloureux, mais c'est le seul moyen. Vous êtes courageuse, vous pouvez le faire. » Un hochement de tête. Un souffle court. Élise posa ses mains, appuya doucement, cherchant le point exact. La femme cria, sa voix déchirant l'air. Dans le dos d'Élise, Luc serra les poings, mais ne bougea pas. Il savait qu'elle maîtrisait la situation mieux que quiconque. « Encore un peu, voilà, n'est bon » murmura Élise. Puis elle sentit le déclic, ce glissement presque imperceptible, le bébé venait de tourner. « C'est bon. Maintenant, poussez. » Un cri. Un second. Puis, soudain, le son le plus fragile et le plus puissant du monde, celui d'un nouveau-né qui prend sa première inspiration. La foule resta immobile, sidérée. Élise souleva le bébé contre la poitrine de sa mère. « Il va bien. Vous avez réussi. » Les larmes jaillirent, chez la mère, chez les femmes autour, même quelques hommes baissèrent les yeux, émus malgré eux. Et derrière Élise, Luc la regardait. Non pas avec surprise, mais avec une fierté silencieuse, immense, qu'il ne cherchait même pas à cacher. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par un son qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Quelqu'un frappait à la porte, puis une deuxième fois, puis une troisième. Luc, surpris, alla ouvrir. Sur le perron, 3 femmes du village se tenaient là, les doigts entremêlés, les yeux baissés comme des enfants pris en faute. « Nous voulions demander un avis » balbutia l'une. « Depuis hier, je sens moi mon bébé bouger » dit une autre d'une voix tremblante. La troisième ne dit rien, mais ses yeux rougis parlaient pour elle, la peur. Élise les fit entrer, encore hésitante, mais sa bonté naturelle prit le dessus. Elle vérifia une grossesse, rassura une autre, montra à la dernière comment reconnaître un signe d'alerte. Les femmes repartirent plus légères, murmurant des remerciements sincères. Puis d'autres arrivèrent. 2 jeunes filles apeurées. Une mère d'âge mûr. Une veuve qu'Élise connaissait à peine. Certaines tentaient de s'excuser, maladroites, on ne savait pas. On s'est trompé. On a été injuste. Élise hochait simplement la tête. Elle soignait. Elle n'en voulait plus à personne. Elle se contentait d'être utile et c'était déjà immense. En milieu d'après-midi, ce fut la docteure Jouve elle-même qui monta le chemin de la ferme. Sa posture rigide semblait s'être fendue. Elle tenait une petite caisse en cuir, usée par le temps. « C'était à votre mari » dit-elle, la voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Je crois qu'elle vous revient. Je vous dois des excuses. Votre intervention hier a été remarquable. » Élise prit la trousse, les doigts tremblants. C'était un symbole, mais aussi une réhabilitation silencieuse. Luc, près de la porte, observa la scène sans un mot, mais son regard brillait d'une fierté contenue. Quelques jours plus tard, alors que le soleil déclinait derrière les pins, une calèche s'arrêta devant la ferme. Le maire Lemercier en descendit, suivi de sa femme, visiblement bouleversée. Entre eux marchait une jeune femme pâle, le ventre lourd, les traits tirés par la fatigue. « Notre fille, Claire, la grossesse se complique » dit madame Lemercier. « S'il vous plaît, Élise, aidez-la. » Le maire, d'ordinaire si arrogant, resta tête baissée. Élise sentit un vieux nœud se serrer dans sa gorge. Ces gens l'avaient humiliée publiquement. Mais la peur dans les yeux de Claire effaça tout. « Entrez » dit-elle simplement. La nuit fut longue, tendue, difficile. Mais au matin, ce furent 2 cris qui retentirent, celui d'un nouveau-né et celui d'une jeune mère soulagée. Quand Élise posa le bébé dans les bras de Claire, celle-ci fondit en larmes. Derrière elle, le maire sanglotait silencieusement. Dans tout Saint-Roch, la nouvelle se répandit comme une onde de choc. Cette fois, personne ne détourna les yeux en croisant Élise. On la saluait. On la respectait. On la remerciait. Le regard du village entier venait de changer, définitivement. Quelques semaines avaient passé, et Saint-Roch semblait presque un autre village. Quand Élise y descendit ce matin-là, elle ne marcha plus en rasant les murs. Elle avançait d'un pas droit, tranquille, la tête haute.
Les pavés que jadis elle craignait de fouler résonnaient maintenant sous ses bottines comme un écho de liberté retrouvée. Les habitants, qui autrefois détournaient les yeux ou chuchotaient à son passage, la saluaient désormais avec respect. Certains inclinaient même légèrement la tête. D'autres murmuraient « Bonjour, Madame Marraine », chargés de gratitude sincère. Elle ne répondait pas avec orgueil, mais avec une douceur nouvelle. Elle savait ce que valaient ses gestes, non pas l'effacement complet de la cruauté passée, mais un pas vers la reconnaissance. Et cela lui suffisait. En traversant la place, son regard se posa involontairement sur la plateforme encore dressée près de l'hôtel de ville. Le bois avait vieilli, pâli, mais l'ombre de ce jour-là persistait dans ses souvenirs. Pourtant, elle ne ressentit ni honte ni douleur. Elle resta un instant immobile, observant cet échafaud de sa vieille humiliation. Puis elle inspira profondément. Non. Ce jour ne l'avait pas brisée. Il avait seulement exposé tout ce qu'elle n'était pas, et tout ce qu'elle pouvait devenir. Elle tourna le dos à la plateforme et reprit son chemin. Sur la route du Mont-Vermeil, l'air se fit plus pur, plus vivant. Les pins libéraient une odeur résineuse, la brise glissait contre sa peau comme une caresse familière. Lorsqu'elle arriva en vue de la ferme, elle aperçut Luc, assis sur le perron, un morceau de bois à la main qu'il sculptait distraitement. À sa vue, il leva les yeux. Son regard, gris et calme, se transforma en un sourire discret qu'elle ne voyait qu'ici, loin du monde. « La journée a été bonne ?» demanda-t-il. Élise hocha la tête, presque émue par la simplicité de cette question. Elle s'assit à côté de lui. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes, peignant le ciel de cuivre et de rose. La proximité entre eux n'avait rien de forcé. Elle était née d'un respect silencieux, de gestes quotidiens, de regards sincères qui en disaient plus long que des 1000 promesses. Élise ne se sentait plus l'ombre d'elle-même. Elle avait retrouvé sa voix, son utilité, sa force. Ici, au cœur des montagnes, elle avait trouvé une place qui n'était pas un refuge, mais un nouveau départ. Et peut-être avec le temps, avec délicatesse, un avenir auprès de cet homme qu'il avait vu quand personne d'autre ne le voulait. Elle laissa sa tête reposer un instant contre son épaule. Luc ne bougea pas. Il accueillit ce geste comme une évidence. Et ensemble, ils regardèrent le soleil disparaître derrière les crêtes, comme si une autre vie commençait. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager. Merci.